La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. Yeah la 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 lele, ya la 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 lele. L'histoire de l'Europe médiévale et l'histoire de France avec les musulmans est très méconnue. La France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et l'Aquitaine était un petit royaume. La France était un petit royaume. Mais l'Empire de Mali, c'était pas petit. Vous voyez bien sur cette carte que le nord de l'Afrique est à majorité musulmane. Même l'Afrique subsaharienne et le Mali, Tombouctou, ses grandes bibliothèques. Vous voyez, cette partie de l'Afrique est subsaharienne et nord-africaine a eu contact avec les Arabes par l'Éthiopie et l'islam est rentré en Afrique et les Noirs d'Afrique, pour en majorité du Nord et subsahariens, ont accepté la religion musulmane en majorité et beaucoup d'empires africains existaient avant la colonisation. Et vous voyez la Mauritanie qui est frontalière avec le Mali, le Maroc, le Sénégal. Donc tous ces pays-là ont participé à la conquête donc de l'Espagne. Il n'y avait donc que très peu d'Arabes, plus des Berbères, des Mauritaniens, des Maliens. Et donc en Espagne, il se trouvait que pendant les conquêtes, il n'y avait pas que des Berbères ou des Arabes, mais beaucoup de Noirs africains aussi. Et vous voyez sur cette carte que c'est allé beaucoup plus loin que Poitiers. Donc d'abord Narbonne, Carcassonne, toute la Septimanie. Vous voyez même jusqu'en Provence, où il y avait un fief, le Fraixinet. On en parle après. Donc là, c'est le Saut de Roussino, près de Perpignan. On a trouvé des pièces avec de l'écriture arabe. Donc ça prouve que l'Andalousie musulmane, dès 711, quand ils ont passé les Pyrénées, ben, ils ont aussi eu des échanges avec l'Occitanie, surtout le sud ou le fief de Narbonne, Carcassonne, Agde, même des traces jusqu'à Nîmes, Montpellier, l'Andalousie, vous voyez bien, ça monte jusqu'à Narbonne. Donc l'influence musulmane et l'Andalousie jusqu'à Narbonne. Vous voyez la cathédrale de Narbonne, il y a une ancienne porte d'une ancienne mosquée du 8e siècle. Donc ça, c'est des archéologues qui l'ont déterminé. Ça, ce sont des vases avec des arabesques et vous voyez des écritures arabes koufiques. Et ça, ce sont des vases arabes donc qui ont été trouvés à Agde. Donc ça témoigne d'une présence au moins musulmane permanente, comme ces stèles que vous voyez de Montpellier ou à Agnan et au centre de ville Montpellier. Bon là, c'était l'université de médecine, l'une des plus anciennes, parce qu'avec les Maïmonides, juifs d'Espagne et les musulmans, la médecine a été importée au sud de la France il y a bien longtemps. Ça, c'est l'église Saint-Martin des Puits. Donc vous voyez derrière l'autel qui a derrière cette petite église, dans cette petite église, eh bien, il y a des écritures qu'on a déterminées comme étant justement de l'art médiéval influencé musulman. Vous voyez que là, en haut, ce sont des écritures arabes, mais qui sont stylisées médiévales. Donc, ce sont des inspirations vous voyez ces arabesques sur le côté
eh ben, regardez un peu l'influence arabe koufique qu'il y a dans l'art médiéval. Donc toutes ces églises que on va voir de la Septimanie, vous voyez, hein, c'est vraiment cette région du sud de la France. Donc ça fait partie de notre histoire. Là, c'est le linteau d'une église, c'est Saint-Martin de Jean. Et donc ça, c'est Saint-Maclou. Donc ce sont des influences musulmanes d'Andalousie et pas que, parce que la Septimanie et l'Occitanie avaient des échanges réguliers et c'était pas que la guerre. Donc il y avait l'art aussi et vous voyez que toutes les églises de cette époque-là, ça c'est le linteau de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault et le linteau que qu'on vous montre là sont carrément des écritures arabes où le nom de Allah et de Mohammed sont écrits en style koufique, qui vient le style koufique, donc de Koufa dans la quoi. Hein, donc là, vous voyez bien, ça c'est le style fatimide en Égypte, c'est très similaire. Hein, donc c'est un art qui a été repris par les artistes du médiéval. Vous voyez le linteau hein, de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. Et toutes ces églises-là, elles ressemblent vraiment à ce style koufique. Donc l'influence musulmane sur notre culture et dans nos églises est bien plus au-delà de la Septimanie et de l'Occitanie, jusqu'en Bretagne et beaucoup dans les pays de la Loire. Donc vous voyez que cette écriture koufique, même si c'est pas écrit en arabe, mais les décorations même de plantes et toutes ces sculptures qu'il y a sur les colonnes des églises, elles sont vraiment très similaires. Et plus que similaires, elles sont directement inspirées de l'écriture koufique et des arabesques. Donc, je vous montre toutes ces photos parce que ça fait partie de notre patrimoine, le patrimoine français. Et donc, l'islam est aussi, depuis 711, arrivé en France. En tout cas, dans les Pyrénées, et il y a des traces à Roussillon, Sigean, près de Perpignan. Donc là, à Toulouse, vous voyez le comte de Toulouse. Hein, là, je vous ai montré les luttes ou les ouds, on dit aussi pour les Arabes. Et donc, ils jouent encore aujourd'hui avec ça. Les troubadours, c'est un mot qui vient de l'arabe. On dit Tarab Yadour. Donc, quand on voit les contes de Toulouse et la poésie courtoise, et donc les gens n'écrivaient pas à l'époque, l'information circulait comme ça. Et regardez, les instruments sont similaires à ceux des Arabes. Et là, ça fait partie du trésor de Saint-Cernin. Donc, et vous voyez qu'il y a des écritures arabes koufiques dessus. Et donc là, sur cette tapisserie, on voit aussi des écritures arabes en haut et deux pans. Ce sont des symboles qui se retrouvent aussi en Andalousie musulmane. Donc vous voyez en bas de l'image, on voit l'écriture koufique et tout ça, ça fait partie de l'influence médiévale qu'a eu l'islam sur la France. Donc on voit là hein, encore hein, c'est cette écriture koufique qui est encore sur cette porte d'une église. Alors je crois que c'est le Puy de Vallée. Et donc encore le nom de Mohammed écrit sur nos églises. C'est dur à croire, mais c'est la vérité. Hein. Donc vous voyez sur les côtés encore ces inspirations d'écriture koufique dans le cadre de cette porte en bois d'une église qui est en France hein, et qui
Donc, et aussi, c'est le témoignage direct de cette écriture qui vient déjà de l'Asie mineure, hein, enfin d'Iran, enfin. Vous voyez, ces décorations, il y a les mêmes à la cathédrale du Puy et à Kérouan ou au Carrossa en Espagne. Donc, et ça, c'est encore quelque chose d'inouï, puisque ce tombeau, avec les écritures arabes dessus, c'est en France, dans une église en plus. C'est quand même étonnant qu'on ne nous parle pas de la culture musulmano-judéo-chrétienne finalement, puisque en France, depuis, allez, on est à près de 1000 ans d'influence musulmane maintenant, quasiment à la naissance du royaume franc. Et voyez la façade de cette église quand même, elle rappelle vraiment le style andalou et l'influence arabe. Donc je vous montre encore un exemple d'écriture koufique. Donc ça c'est pas en France, mais c'est pour vous montrer que c'est très similaire. Et ça c'est en France par contre, dans une église. Euh, donc il faut quand même se dire que regardez la Septimanie, c'est aujourd'hui en France, mais ça faisait partie de l'influence et du califat musulman avant. Donc, ça sont des tombes de musulmans qui ont été retrouvées à Nîmes. Et vous voyez, ils sont inclinés, la tête en direction de la Qibla vers la Mecque. Donc là, c'est le Fraccinet. Donc c'est comme vous le savez, la Corse, hein, le drapeau avec la tête de mort, et là c'est la porte des morts. Donc c'est en Provence, hein, le Fraccinet apparemment, pendant un bon moment, presque 200 ans, il y avait une présence permanente musulmane là, donc un petit royaume musulman en France pendant longtemps. Et voilà, Guillaume Ier a repris le territoire, mais ça n'a pas pour autant éliminé la présence musulmane sur le territoire hexagonal. Donc on voit que ça c'est une épée qui aurait été retrouvée à Poitiers des Omeyyades. On voyait que le roi d'Aragon avait sur des têtes de mort sur son blason. Donc en Afrique en plus il connaissait la présence de grands rois riches. Parce que dans la bibliothèque de Cantino, les cartes du roi d'Aragon, on voit le roi Kanga Mansa Moussa. Donc vous voyez, le roi d'Aragon et la Sardaigne étaient sous son influence. Et eux aussi, comme la Corse, ils ont des têtes de mort. Donc bon, il y a eu la Reconquista en 1492. Donc bizarrement, je retrouve que Carlo Quintos Charles V était noir, que son fils était métis Philippe II, qui est le de Castille. Donc leur grand-père était un noir. Et ça, ces tableaux-là, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Ils sont, c'est pas moi qui les ai peints, ils sont authentifiés. Donc là, on voit que la Reconquista, eh ben, c'est 1492. Ferdinand défait Grenade et c'est l'Inquisition. Hein, on force. Bon, ça c'est le grand-père hein, donc de Ferdinand. Et vous voyez un mort noir à côté qui est défait. Donc le royaume de Grenade tombe en 1492 et donc les musulmans sont obligés de partir au Maroc. Et en 1492, c'est la fin de l'empire de Soni Alibert au Niger. Donc, ça veut dire que en 1492, il y avait déjà des grands empires en Afrique. Mais pourquoi on ne nous en parle pas? Regardez la taille de l'empire du Songhai et Timbuktu. Regardez les cartes qu'il y avait chez le roi d'Aragon. Il connaissait bien qu'il y avait des grands royaumes là-bas. Pourquoi?
Mais parce qu'ils étaient sous dominance morts depuis des siècles, même en Corse, qui encore aujourd'hui, leur drapeau, ben, c'est une tête de mort. Pas de mort, hein, mais de mort. Et ils étaient conquis par eux. Euh, moi, je suis allé en Corse et on me l'a certifié. On m'a même dit que le peuple corse avait été soumis à une sorte d'esclavage quand même, un peu. Hein, ils étaient sous dominance. Donc c'est pour ça qu'on m'a parlé de cette rébellion qu'il y a eu. Et ils ont gardé comme symbole cette tête d'Africain, on le voit là. Et ça, c'est une pièce qui date de l'époque napoléonienne, hein, mais c'est toujours le même symbole. Donc ça témoigne de cette présence qui ne devait pas être que des razzias ou furtives, puisque ça a marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Et en Sicile, pareil, c'est à côté de la Corse et de la Sardaigne. Donc ça c'est le blason de la dynastie des Hauteville, hein, du Cotentin en Normandie. Comme aussi les conquérants, Guillaume, le conquérant qui a conquis les Saxons, mais ils sont allés conquérir aussi la Sicile dans les années 1030 du Cotentin. Alors des Normands, c'est Roger Ier, hein, qui était dans un beau palais. Hein. Vous voyez l'influence musulmane, parce qu'il a conquis la Sicile musulmane. Et bon, son fils Roger Roger II de Sicile, donc roi normand. Donc la Normandie, c'est notre histoire aussi, hein, c'est la France. Hein. Et donc voici le manteau qu'il portait et des pièces de des sceaux de son royaume de Sicile. Voici le manteau de son couronnement où il y a des écritures en arabe sur l'arrondi de la cape. Ça, c'est le monde connu un peu de l'époque parce que Al-Idrissi, vous voyez sur les pièces du royaume, il y a des écritures un peu arabes. Al-Idrissi, donc, était un géographe qui a été invité par Roger II pour qu'il lui fasse justement un livre sur les cartes, les civilisations, tous les peuples connus. Donc Roger II était très influencé par la Sicile musulmane que son père avait conquise. Et donc on voit que dans les travaux de Idrissi, il y a aussi des cartes qui montrent qu'ils avaient fait des voyages jusqu'aux Caraïbes. Donc je reviendrai peut-être sur une vidéo sur ça parce que ça mérite même une vidéo. Il y a des écrits, hein. Donc ça peut être toujours des affabulations, mais en tout cas, j'ai analysé le voyage et c'est plausible. Donc Roger II aussi parlait la langue arabe, était très imprégné de la culture musulmane et ça l'a pas empêché de se faire couronner comme un chrétien. Mais regardez son manteau de couronnement, c'est écrit en arabe tout en bas. Tout le manteau est décoré aussi avec le style musulman. Donc il se fait quand même couronner chrétien. C'est une mosaïque qui le représente ou couronné par le Christ. Mais ça l'empêche pas, regardez que ce manteau de couronnement, tout en bas, cette écriture, c'est une écriture arabe. Donc même dans cette même église, il y a aussi sur des colonnes des écritures arabes, comme sur les pièces de son propre royaume. Roger II, il y avait l'écriture aussi d'influence koufique et sur son manteau, on voit quand même
cette écriture aussi d'influence koufique. Donc, on voit les ornements aussi, on voit le travail et l'influence donc du savoir-faire musulman. Donc on voit toujours ces pièces avec toujours comme on reparle cette écriture koufique qui se trouve aussi dans l'église de Palerme, hein, la cathédrale de Palerme, hein, sur les colonnes. Donc ça c'est justement une décoration du manteau. On voit bien les mêmes décorations en Andalousie et dans le monde musulman. Bon, ça, ce sont les cartes de Al-Idrissi, hein, le géographe qui avait son mécène Roger II qui l'a fait venir. Bon, Al-Idrissi a dû partir à un moment donné de Sicile, finir sa vie ailleurs. Je pense un peu à regret, mais il a, grâce à Roger II le Normand, aussi produit un énorme travail qui nous est revenu ensuite par l'Andalousie et la Reconquista, où justement on a voulu un peu occulter ça, et surtout avec l'Inquisition espagnole qui forçait bien sûr les musulmans à se convertir, ce qu'on appelle maintenant la culture les morisques. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont forcés à se convertir. Donc, il y a Gentile de Fabriano qui a fait la Vierge avec cette écriture koufique aussi dans l'auréole du tableau. Donc, c'est à Florence, hein, en Italie. Donc, et bien plus tard, hein, donc bien plus tard, hein, là. Donc c'est le début de la Renaissance italienne et vous voyez donc l'écriture koufique dans l'auréole de la Vierge Marie. Le pape Nicolas V, en 1454, produit une bulle pontificale où il autorise donc dans la logique de la Reconquista, du coup avec l'Inquisition espagnole, à convertir en masse et à conquérir les côtes africaines. Et du coup aussi autorise à prendre les biens, les terres, les richesses et même les gens qu'il y a là-bas, considérant que ces personnes étant apparemment, hein, soi-disant des païens, ce qui n'était vraiment pas le cas, on le verra juste après. Donc Richelieu et la Compagnie des îles d'Amérique, tout ça c'est bien plus tard, mais c'est une conséquence de la bulle papale. Donc ça a commencé avec les Portugais, mais les Français se sont bien servis. Donc nous, on parle de la France, hein. Donc Nicolas Fouquet, c'était le monsieur d'avant. C'est aussi un des fondateurs de cette compagnie des Amériques. Et le château de Chambord que je viens de vous montrer, hein, c'était pas Versailles. Donc, mais ils ont fait leur fortune avec quand même les Amériques et les îles d'outre-mer, hein. Donc ça, c'était Louis, hein, le roi Louis XIII. Donc, vous voyez une boîte de Dijon où il y avait des écritures arabes. Bon, ça c'est la déclaration du roi pour autoriser l'esclavage, le code noir, tout ça. Donc la compagnie des Amériques, après bon, s'est transformée, mais c'est devenu quand même le gros business occidental dès le XVIe siècle. Ça, c'est un gros boom, hein. Donc vous voyez dès le Congo, Bénin, Guinée, Sénégal. Donc Sénégal, Guinée, c'est plutôt musulman, même à cette époque-là. Donc il y a une trentaine de pourcents d'esclaves qui ont été déportés, qui étaient musulmans, qui écrivaient en arabe parce qu'ils avaient étudié à Timbuktu ou quoi. Donc là vous voyez des exemples, je vous montre des photos et des écrits qui sont exposés dans des musées d'esclaves qui ont écrit en arabe. Et Oumar Ibn Saïd, il a écrit sa biographie en 1831 en arabe. Il y a Ayouba
Ibn Souleymane Diallo aussi, qui lui a pu retourner là-bas. Bon, tous ces gens-là méritent une vidéo, tellement leur histoire, il y a des choses à dire. C'est Abdurrahman Ibn Souri, et j'ai même pas eu le temps de tous les nommer, je vous ai montré que quelques photos. Mais certains d'entre eux ont pu revenir, la plupart n'ont pas pu, mais ça démontre qu'au moins 30% étaient musulmans, pas tous, parce que le Congo, hein, c'est vraiment un fief catholique, chrétien, et voilà, le Mani-Congo, les Blancs sont venus, et au départ, ils n'ont pas trouvé des sauvages, hein, ils ont trouvé un grand empire, un grand roi, ils ont dû se prosterner, lui montrer, lui expliquer, machin, il a autorisé des prêtres à rester, il a lu la Bible jusqu'à s'endormir dedans, donc déjà, il avait appris à lire. C'était pas un imbécile, donc. Et bon, en se convertissant, on l'appelait l'apôtre africain, Alfonso Ier, donc Nzinga Mbemba. Donc on voit qu'à Lisbonne, il y avait déjà des Noirs dès le début du XVIe siècle, hein, parce qu'il avait envoyé plein de nobles congolais se former là-bas, vous voyez, des cavaliers noirs. Donc là, ça c'est l'ambassadeur au Vatican du Congo. Donc il est mort en 1608 et on l'a enterré dans la basilique Santa Maria Maggiore, Sainte Marie majeure. Donc vous voyez tout ça, ce sont des illustrations de lui d'époque, hein, et son buste est toujours dans cette basilique encore aujourd'hui. Donc même si le Congo est devenu très chrétien, Kimpavita est pas connue, mais elle a été brûlée vive. C'est une sorte de sainte là-bas qui a donné des mouvements comme le kibanguisme. Donc on voit quand même, on revient, nous moutons en France et en Europe, des pièces européennes, mais de dinars et de dirhams ont été retrouvées, et des très anciennes pièces. Donc ça vient donc de Gérande, Loire-Atlantique. On a Loire-Atlantique à Cordouan, d'Ancenis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que des pièces, on n'en a pas trouvé qu'à Poitiers. Comment est-ce qu'on peut trouver des pièces arabes aussi loin, et en plus sur une période qui va du 7-8e siècle jusqu'au 13e? Donc, on voit Meslay le Vidame en Eure-et-Loire, l'estuaire du Loire, et donc des pièces qui vont au-delà de l'Aquitaine, au-delà de Poitiers. On en a retrouvé bien au nord de Paris, et en Bretagne de l'Ouest, à Nantes, des dinars alphonsins. Donc vous pouvez vous renseigner ce que c'est des dinars alphonsins, mais en tout cas, je peux vous assurer que tout ce que je vous montre là, bon, c'est dur de vous donner toutes les références, mais je les ai. Donc si dans les commentaires vous me dites oui, mais d'où tu sors ces pièces, c'est un gros travail de recherche que j'ai fait, parce que même moi, je vais me rendre sur ces sites ou dans ces musées, dans ces églises,